Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1 au sommaire de cette édition. En Côte d'Ivoire, l'ouverture de la 9e conférence annuelle Doing Business ce lundi à Abidjan. Cette conférence axée sur le partage d'expériences et de meilleures pratiques en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Ouverture également ce lundi de la semaine de sensibilisation à l'inclusion financière au siège de la BCEAO à Dakar, sous le thème « Inclusion financière, levier du développement économique et social ». Et nous évoquerons aussi la 2e semaine de protestation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement français exclut la création de péages urbains en raison du faible nombre de collectivités à avoir manifesté leur intérêt à utiliser cet outil. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience une délégation de l'Ease of Doing Business Initiative, une délégation conduite par Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale. La délégation a exprimé sa gratitude au gouvernement suite aux moyens déployés pour la bonne tenue de cette conférence mondiale. Au cours des échanges, le chef du gouvernement s'est félicité de la tenue de cette importante conférence, la première en Afrique de l'Ouest, mais également la première dans un pays francophone. Il a par ailleurs rappelé les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour l'amélioration du climat des affaires à travers des réformes engagées. Autre sujet, toujours sur le Doing Business. À ce propos, la 9e conférence mondiale annuelle s'est ouverte ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Cette conférence de partage d'expériences et de meilleures pratiques en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, Focus Doing Business, dénommée Ease of Doing Business, une initiative du gouvernement ivoirien en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, Cheikh Koné. Cette 9e conférence dédiée au partage des expériences en matière de réforme du Doing Business est la première du genre en Afrique subsaharienne, précisément, dans un pays francophone. L'entrée de la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs au monde dans le classement Doing Business 2019 est un des critères qui a valu la tenue de cet événement à Abidjan. Cette conférence annuelle de partage d'expériences et d'échange de bonnes pratiques sur l'amélioration du cadre des affaires est une excellente opportunité pour les pays du continent de discuter des voies et moyens pour rendre leurs économies plus attractives. Amélioration du climat des affaires et défis de croissance économique en Afrique. C'est le thème retenu pour cette 9e édition. Environ 300 experts du groupe de la Banque mondiale et des experts venus d'une trentaine de pays africains vont partager durant 2 jours leurs expériences et bonnes pratiques en matière de réforme. Nous en sommes tous conscients, l'effort de réforme est long et souvent complexe. Mais il est indispensable pour transformer positivement nos économies et nos sociétés. Nous espérons, par la présente conférence, vous permettra justement de discuter autour des expériences réussies, mais aussi des défis que vous rencontrez dans le processus de réforme que vous menez. Dans le dernier rapport Doing Business 2019, la Côte d'Ivoire a réalisé un bond de 17 places, passant ainsi de la 139e place à la 122e place. Et ce, grâce à 5 réformes engagées sur les 10 indicateurs du Doing Business. Ces réformes ont constitué des priorités du gouvernement en matière de renforcement des infrastructures économiques et du cadre global du Doing Business en Côte d'Ivoire. Malgré ces résultats encourageants, les objectifs du gouvernement ne sont pas encore atteints. Cela nécessite des efforts encore plus soutenus, d'où la création le 10 juillet 2018 d'un secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, lequel a en charge la facilitation des affaires. La tenue de cette conférence mondiale revêt un enjeu important pour la Côte d'Ivoire, car le pays ambitionne d'être parmi les 5 pays les mieux classés dans le monde d'ici à 2020. Pour y arriver, il devra s'inspirer des meilleurs exemples de réformes dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Notre séance de travail, rendre les services financiers formels, disponibles et abordables pour les populations, c'est la mission de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA, ouverte également ce lundi au siège de la BCEAO à Dakar. Un reportage de Francis Boiffaut.
Du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO à Dakar, le gouverneur de cette institution dégage les priorités relatives à l'inclusion financière les 5 prochaines années. Il s'agit d'améliorer de manière permanente l'accès et l'utilisation par les populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'Union. Tiemoko Meiliet Kone se félicite des résultats enregistrés ces 10 dernières années, même si des défis restent à relever. Le taux d'inclusion financière est passé de 17% en 2007 à 57% en 2017. La semaine de l'inclusion financière lancée ce lundi dans les 8 États membres de l'UEMOA devrait aider à l'amélioration des initiatives visant à rendre les services financiers formels disponibles, accessibles et abordables pour l'ensemble de la population. Conscient de ce que l'inclusion financière favorise l'insertion des couches sociales les plus défavorisées dans le tissu économique de l'Union, la BCEAO a initié des réformes qui ont permis l'augmentation des structures financières la dernière décennie. 144 établissements de crédit, dont 126 institutions bancaires et 18 établissements financiers au 31 décembre 2017. Concernant le taux de bancarisation stricte de l'UEMOA, c'est-à-dire le pourcentage de la population adulte détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne et le trésor public, il est passé de 7,6% en 2007 à 17,2% en 2017. Et nous revenons en Côte d'Ivoire, toujours dans le secteur économique, les journées nationales des assurances. Cette plateforme initiée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers sa direction d'assurance, dont l'objectif est d'informer les populations sur les polices et produits d'assurance, faciliter les échanges avec les responsables de compagnies d'assurance sur la lenteur du traitement des dossiers en cas de sinistre. C'est un reportage de Francis Boifo. Rencontré aux Journées nationales des assurances, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a des griefs contre les compagnies d'assurance. Nous payons des polices d'assurance, mais dès lors que vient le sinistre, pour être indemnisé, c'est la croix et la bannière. Il y a des problèmes en matière d'assurance automobile, sur l'indemnisation des victimes. Il y a eu le problème des inondations récemment où des gens qui pensaient être assurés, tout risque, ne se sont pas vus indemnisés. Nous sommes venus ici pour nous informer. Des préoccupations. Anderson Kouyo également en a. Il est courtier depuis une trentaine d'années. Il dit ne pas comprendre. Généralement, le courtier, la compagnie se battent sur le même client. Et ça réduit la marge de manœuvre du courtier ou d'autres intermédiaires. C'est vrai, parmi nous, il y a beaucoup de brebis galeuses, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, le régulateur et l'autorité de tutelle s'emploient à mettre les compagnies aux normes. Mais il y a également le fait que notre métier soit mal connu. Pour approfondir les réflexions autour des problèmes qui minent le secteur, la direction des assurances du Trésor public a initié cette plateforme d'échange. Le taux de pénétration est très faible en Côte d'Ivoire, il est d'environ 2%. Donc c'est un taux qui est très bas par rapport à la moyenne sous-régionale qui est de 4%. Donc nous organisons ces journées pour permettre aux populations de comprendre qu'aujourd'hui l'assurance n'est plus une option, mais c'est une obligation. C'est également de leur permettre de rentrer en contact directement avec la direction des assurances, donc notamment les victimes des sinistres qui pourront rencontrer les experts en la matière pour savoir comment être orientés et pouvoir être indemnisés. Impulser un nouveau dynamisme au secteur des assurances en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le gouvernement au regard de son apport dans l'économie. Le chiffre d'affaires engrangé par ce secteur atteint 333 milliards de francs CFA en 2017, avec un taux moyen annuel de progression de l'ordre de 7% sur les 10 dernières années. Les assureurs participent de façon continue aux emprunts obligataires lancés par le Trésor public. À titre d'exemple, le TPCI 6% 2013-2016 a été souscrit à hauteur de 6,617 milliards, soit 5,47% du montant global sollicité, et le TPCI 6,3% 2013-2018 à hauteur de 11,307 milliards de francs CFA, soit 11,57%
du montant global sollicité. Les journées nationales des assurances s'achèvent ce vendredi. Elles devraient aboutir à la conclusion d'un nouveau pacte social entre clients, courtiers, compagnies d'assurance et gouvernement. L'Union parlementaire africaine a un nouveau président. Son nom, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il souhaite, durant son mandat, accorder une place de choix à la femme et aux jeunes. Kolo Koulibaly. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, vient d'être élu à la tête de l'Union parlementaire africaine. Une union qui rassemble les institutions parlementaires des États africains. Alassane Bala Sakandé succède au Bissau-Guinéen Cipriano Kassama, président de l'UPA depuis 2016. 2 années durant, nous avons essayé de redynamiser notre organisation commune en vue d'accroître sa vitalité, sa visibilité aussi au plan national et international auprès des Nations Unies. Élu pour 1 an, le nouveau président de l'Union parlementaire africaine place l'action au cœur de son mandat. On revoit un peu nos textes de façon à favoriser ou à privilégier la présidence tournante selon les régions. Il était important pour nous aujourd'hui de tenir compte de la frange de la population qui est plus ou moins majoritaire. Je voulais parler de la jeunesse et je voulais parler des femmes. Donc naturellement, au niveau des statuts, nous devons intégrer ça également pour prendre en compte la jeunesse et les femmes. Il y a également que nous devons développer des initiatives afin d'accroître les ressources de l'UPA. Après la passation de charge, les 2 présidents se sont rendus chez le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a assuré ses hôtes de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à soutenir l'Union parlementaire africaine. J'ai indiqué au président Sakandé, nous sommes totalement disposés à l'accompagner dans sa mission. Je profite pour lui adresser une invitation officielle à venir visiter l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à venir s'adresser aux députés ivoiriens. L'Union parlementaire africaine est née en 1976, un cadre d'échange au service de la paix et de la démocratie. Actuellement, l'UPA compte 41 pays membres. Le siège se trouve à Abidjan depuis janvier 1983. Parlons technologie à présent. Dans le cadre de la migration vers la TNT, le centre émetteur d'Abobo abritera la structure technique de centralisation des données dans le cadre du déploiement de la télévision numérique terrestre. Les travaux ont été lancés en août dernier et ce lundi, le ministre de la Communication s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de leur avancée. Franck Quadio. Une salle d'exploitation, celle des émetteurs, une autre pour gérer le réseau et la montée satellitaire, entre autres. La projection digitale du futur bâtiment à 2 niveaux, une technique et une administrative qui centralisera les données des 4 chaînes de télé engagées dans le déploiement de la TNT télévision numérique terrestre. Les travaux lancés le 8 août dernier par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, qui est justement de retour sur le site au centre émetteur d'Abobo pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est un engagement que le Premier ministre nous a demandé de prendre au vu de la perspective que le président de la République a donnée pour l'ouverture de l'espace audiovisuel pour plus tard à la fin de cette année 2018. Donc nous serons dans les délais. Nous serons dans le délai, les équipements, tout ce qui est infrastructure sera disponible pour que selon le calendrier gouvernemental, le calendrier institutionnel, nous puissions faire le lancement au temps opportun que l'autorité décidera. La société ivoirienne de télédiffusion, aux côtés de l'entreprise chargée du déploiement qui concerne en tout 6 autres zones techniques, dont Yamsokro, Man, San Pedro, Korogo et Boaké, où seront installés des émetteurs relais. Le centre émetteur d'Abobo étant le centre névralgique. Nous tenons vraiment à tenir pour le mois de décembre, effectivement, couvrir Abidjan, allumer Abidjan comme on le dit, et toutes les régions d'Abidjan. Ensuite, nous progresserons pour une première partie qu'on appelle la deuxième phase, donc qui va concerner 7 grandes villes. À partir du site Abobo, nous allons recevoir par des flux toutes les autres chaînes, c'est-à-dire les 4 chaînes éditeurs privés,
plus la chaîne publique, donc RTI. Les équipements TNT et les nouvelles infrastructures d'ici mars 2019 pour la fin de la première phase. Un projet global de 22 milliards de francs CFA. Rappelons que l'objectif final est au plus tard, en juin 2020, d'achever la migration vers la TNT, à l'instar de tous les pays africains émettant en bande VHF. Un déploiement final qui permettra de plus à la société ivoirienne de télédiffusion de disposer en tout de 35 centres émetteurs. Une page culturelle, le lancement de Bonjour 2019 pour la prochaine édition. L'équipe de production met l'accent sur la proximité avec comme innovation majeure un casting de plus de 500 humoristes, des couleurs annoncées au cours d'un point presse tenu ce lundi au sein de la RTI. Moustapha Diaby et Franck Quadio pour le compte-rendu. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Bientôt l'enregistrement de la 12e édition de l'émission satirique Bonjour de la RTI 1. La grand-messe, ce sera pour les 28 et 29 décembre prochains. C'est vendredi soir, le 28, des moments agréables, de convivialité, de retrouvailles véritablement. Nous allons mettre le cap sur le before. Le before, c'est encore la proximité que nous recherchons toujours. C'est la grande messe avec le classico. Nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire l'année dernière. Cette année, nous allons encore repartir. Et cette année, nous comptons aller encore plus loin. Bassam, merci. Benjerville. Bonjour de la RTI 1, un révélateur de talent. Ils seront au rendez-vous, ces comédiens qui ont toujours contribué au succès de cette production. Bonjour arrive encore, on va vous faire rire encore. C'est ça. Et puis Papitou, et puis les autres, on va tuer encore. On va tuer encore. Merci. En attendant, ces 27 et 28 novembre, sera organisé un casting au siège de la RTI à Cocody pour le recrutement de nouveaux talents. En agriculture, des formateurs en riziculture venus du Burkina Faso, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire verront leur capacité être renforcée sur la mécanisation agricole. Il s'agira d'acquérir des connaissances pour une meilleure exploitation des équipements de mécanisation et leur entretien. Noël. L'agriculture, singulièrement la riziculture au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Nigeria ont en commun 3 défis à relever. Nos rendements sont jugés assez faibles. Ensuite, il y a un deuxième défi qui concerne la productivité et il y a également la qualité du riz qui en découle. Le mal identifié, la coopération sud-coréenne en accord avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, initie depuis ce lundi un renforcement de capacité à l'intention des formateurs venus de ces 3 pays avec pour objectif améliorer l'exploitation des équipements et augmenter ainsi leur durée de vie. De façon courante chez nous, dans nos pays africains, le problème de la maintenance, de l'entretien des équipements agricoles reste toujours posé. Et aussi la mauvaise utilisation de ces équipements qui pose problème. Et je crois que c'est l'objet justement de cette formation. Et nous espérons au finish, à la fin de cette formation, avoir en tout cas des éléments qui pourront nous aider à améliorer la durée de vie de nos équipements dans nos pays. Sur 4 jours, la dizaine de stagiaires va faire connaissance de ce motoculteur dans son fonctionnement et son entretien sous l'œil avisé des instructeurs sud-coréens. La formation, elle est technique. La technique, c'est quoi? Connaître le matériel, comment ça fonctionne. Pour comprendre l'intérêt de... Quand on vous dira, mettez de l'huile propre, remplacez l'huile à temps, vous compreniez que, puisque vous savez ce que fait l'huile dans la machine, alors vous êtes plus disposé à appliquer les consignes qu'on vous donne. Cas de cette formation, le CF-MAG, Centre de formation à la mécanisation agricole de Grand Laou. Dans l'ouest du pays, le lycée moderne de Djuekwe a été attaqué par des individus non identifiés ce lundi. Les locaux ont été saccagés, un bâtiment incendié et au moins 3 blessés. Le bilan n'annonce pas de perte en vie humaine. Le calme est revenu sur les lieux et les autorités et acteurs du secteur éducatif lancent un appel à l'apaisement.
Et puis ce jeudi 26 novembre marque la commémoration de la Journée internationale des enfants de la rue, une journée initiée par l'UNESCO. Le thème retenu pour cette édition, quelle approche familiale pour éradiquer ce phénomène. En Côte d'Ivoire, pour marquer cette date, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a célébrer les enfants dans les rues de Yopougon et a organisé une journée récréative en faveur des enfants vivant dans la rue. Suivons ce reportage de Sephora Zegui et Grace Kando. 150 millions d'enfants au monde vivent et travaillent dans la rue. Plusieurs d'entre eux sont abandonnés ou orphelins, exclus du système scolaire et des mécanismes de protection. En Côte d'Ivoire, la situation interpelle. Lorsque mon père et ma mère sont morts, c'est là que ma famille m'a traité de sorcière et qu'ils m'ont renié, qu'ils m'ont envoyé dans une église pour dire qu'ils vont me délivrer. Et là-bas, comme on faisait des jeûnes, comment on appelle, on nous faisait jeûner sur une semaine, c'est là que le samedi et le dimanche, et que moi je ne pouvais pas supporter, c'est là que j'ai fui. J'ai envie de revoir mes parents, comme avant de la manière on était ensemble, et puis je partais à l'école. Je me retrouvais dans la rue. Quand il y avait tant de guerre, maintenant moi et mes parents se séparent, je ne sais pas où ça allait. Certains enfants de la rue tentent d'échapper aux abus, tandis que d'autres essaient de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour lutter contre ces phénomènes, plusieurs actions sont menées par le gouvernement qui place la protection et la promotion de l'enfant au cœur de sa politique de développement. Le gouvernement a validé la construction de 3 centres socio-éducatifs pour la réinsertion de tous ces enfants et le projet est bien avancé. Au jour d'aujourd'hui, il reste à construire ces centres pour que tous ces enfants-là soient orientés vers ces centres pour une formation éducative et professionnelle. La rue n'est pas la place propice à l'éducation des enfants. Nous devons donc nous organiser pour les aider à retourner dans leur famille où leur sécurité sera assurée. Vous avez la responsabilité de protéger vos enfants, de les éduquer et de leur permettre de s'épanouir. Depuis 2009, l'UNESCO a décrété le 26 novembre de chaque année Journée internationale des enfants de la rue. Une journée pour mettre en lumière et dénoncer l'absence des journées récréatives pour les enfants et adolescents vulnérables. Selon l'institution, le droit à l'activité récréative contribue au respect des droits des enfants. Le projet de politique nationale des Ivoiriens de l'extérieur a été présenté la semaine dernière par le ministère de l'intégration africaine à Grand-Bassam. À terme, ce projet devrait permettre de valoriser le capital humain et économique des Ivoiriens résidant à l'extérieur en vue de leur participation au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koné. Conscient du poids de la diaspora, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a instruit la DGIE au fin d'élaborer un projet de politique de gestion de cette force vive qui demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien. La diaspora ivoirienne est estimée, on parle d'estimation, c'est-à-dire qu'autour d'1 240 000 personnes réparties essentiellement dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, ces Ivoiriens, s'ils ne sont pas pris en compte, ils ne vont pas se sentir concernés par le développement de leur pays d'origine. Il était important pour nous de leur faire comprendre que nous mettons en place ici tout un ensemble de dispositifs qui puissent leur permettre d'investir en Côte d'Ivoire s'ils souhaitent le faire. Pour présenter les axes de la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, les différents participants ont pris leur quartier à Grand-Bassam. Il s'agissait pour eux de travailler à la mise en place de cadres normatifs. La loi de 72 fait perdre la nationalité ivoirienne à tout Ivoirien qui prend toute nationalité. Et aujourd'hui, je pense que les propositions qui sont en train d'être faites vont justement orienter le débat pour leur permettre de bénéficier de la double nationalité et de pouvoir de façon totalement libre avoir un pied en Côte d'Ivoire, avoir un pied à l'extérieur et de pouvoir véritablement travailler pour la mère patrie. La diaspora ivoirienne va constituer à terme la 32e région de Côte d'Ivoire. Le document de synthèse final a proposé plusieurs mesures devant faciliter sa réinsertion. Les étapes futures prendront en compte la consolidation, la finalisation des stratégies et plans d'action et l'organisation d'ateliers sectoriels, éventuellement au cours du prochain forum de la diaspora, dont la date n'a pas été définie.
Le sommet des Africités s'est tenu la semaine dernière à Marrakech au Maroc. À cette occasion, un accord de coopération a été signé entre le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et le Conseil des territoires marocains. Le Maroc se propose ainsi de contribuer à la formation et au renforcement de capacités des élus locaux et des cadres de l'administration territoriale de l'espace monétaire. En politique, le RDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, a effectué sa rentrée politique le week-end dernier. Une cérémonie doublée de l'investiture du président de la section RDP d'Anankwa Kouté, Moussa Konaté. Rentrée politique du Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP. Le parti relance ses activités dans la commune d'Abobo avec l'installation de Louis Mangou Bayi comme président de la section RDP d'Anankwa Kouté. Avec le soutien de la jeunesse, la présidente du RDP entend apporter sa contribution à la construction d'une nation forte et démocratique. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire qui tienne compte des intérêts du peuple ivoirien. Une Côte d'Ivoire qui soit, comme je l'ai dit tantôt, une véritable nation. Une Côte d'Ivoire où nous devons amorcer un véritable développement économique et social. Nous avons tout chez nous. Si nous avons tout chez nous, il nous suffit seulement de créer des conditions. Et c'est cette indépendance économique, politique, que le RDP veut bien promouvoir et faire en sorte qu'on ait une véritable stabilité. Nous devons revenir vers des valeurs de paix. Nous devons revenir vers des valeurs de respect de nos institutions, de nos lois et aussi des droits de nos concitoyens. Et accepter les uns et les autres à faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix et l'harmonie. Créé en 2006, le Rassemblement pour la démocratie et la paix prône le vivre ensemble, la justice et la bonne gouvernance. Dans l'actualité internationale, les Gilets jaunes ne renoncent pas à leur mouvement de protestation. Après un week-end marqué par de fortes manifestations au cœur de Paris, le gouvernement français a exclu ce lundi la création de péages urbains. C'était à l'occasion de la présentation du projet de loi sur les mobilités pour encourager les modes de transport les moins carbonés. Emmanuel Macron devrait demain annoncer des mesures à court et à long terme pour répondre aux colères exprimées par les Gilets jaunes. Et en Grande-Bretagne, les tractations autour de la prochaine sortie du pays de l'Union européenne continuent. Theresa May était devant les députés britanniques ce lundi. Elle a annoncé le vote de l'accord du Brexit fixé au 11 décembre prochain au Parlement britannique. La première ministre a tenté de défendre l'accord final adopté ce dimanche par le Royaume-Uni et les 27 de l'Union européenne. Theresa May a maintenant besoin du vote des députés britanniques pour que l'accord puisse entrer en vigueur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient demain sur RTI 1. Très bonne soirée.